Bonjour, dans cette vidéo nous traitons la section 1.4 appelée trajectoire géodésique. Il s'agit d'un chapitre dans un cours de géométrie et topologie pour la physique, ce cours que vous pouvez trouver sur internet. Donc il s'agit là, on va parler de la section 1.4.1, la définition d'une trajectoire géodésique. Alors dans le sens courant, trajectoire géodésique, on pense toujours à la ligne droite qui est le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre. Et on pense aussi qu'une géodésique, c'est le chemin le plus court pour aller d'un point à un autre. Alors ce n'est pas la définition qu'on va donner, cette définition de point le chemin le plus court n'est pas correcte en général. Parfois c'est le chemin le plus long, au contraire. Alors voici la définition correcte de trajectoire géodésique. Une trajectoire géodésique, ça va correspondre à l'idée d'une trajectoire qui va le plus droit possible, qui est le plus direct possible. Alors, on considère pour cela une courbe paramétrée, une trajectoire quelconque sur une surface S donnée, et on va noter à chaque instant V de t, c'est le vecteur vitesse. Donc d gamma sur dt, c'est un vecteur tangent à la trajectoire gamma au point gamma de t. Comme ici, par exemple, on a une trajectoire gamma de t sur la sphère, et le vecteur vitesse, le voici, c'est un vecteur qui est tangent à la trajectoire en tout point. Et voici une autre trajectoire gamma de t. Et bien par définition, on dira que la trajectoire gamma est une géodésique si à tout instant, eh bien, le vecteur v suit le transport parallèle. Autrement dit, sa dérivée covariante est nulle à tout instant. Voici donc la définition de géodésique. On a déjà vu ce qu'était la dérivée covariante et le transport parallèle, et donc on a déjà expliqué que dire que la dérivée covariante de v est nulle, ça signifie intuitivement que le vecteur v ne dévie pas ni à droite ni à gauche lors du transport. Donc par exemple, cette trajectoire, on voit qu'elle n'est pas une géodésique parce qu'on voit que le vecteur vitesse dévie vers la droite et ne suit pas le transport parallèle. Par contre, sur la sphère, une géodésique sera une trajectoire qui est un grand cercle, qui donc, un grand cercle, c'est les cercles de rayons maximaux, qui sont obtenus par des coupes de la sphère, par des plans passant par le centre de la Terre. Ce sont les grands cercles, et ce sont les géodésiques de la sphère. En effet, le vecteur vitesse, lui, ne dévie ni à droite ni à gauche lorsqu'on suit la trajectoire d'un grand cercle. Et dans le plan, ou dans un espace euclidien plat, eh bien, les géodésiques sont des droites. Par contre, sur une surface quelconque, courbée, avec des zones de courbure positives et négatives, ça peut être très compliqué, voire impossible, de prédire le comportement d'une géodésique partant d'un point de départ et d'une vitesse initiale donnée. Comment se comporte la géodésique pour les temps longs? On va le voir ci-dessous. Alors comme on l'a dit, la trajectoire géodésique correspond en fait au mouvement d'une particule qui serait sur la surface et soumise à aucune force, ce qu'on appelle le mouvement libre. On sait bien par exemple que dans l'espace plat, dans l'espace euclidien, une particule libre eh bien, a un mouvement rectiligne uniforme, a donc une trajectoire qui est une droite. Eh bien, de la même façon, une particule libre sur une surface quelconque suit une géodésique, par exemple sur la sphère, elle se déplacerait le long des grands cercles. Pourquoi cela? Parce que sur une surface quelconque, et plus généralement sur un espace courbe, eh bien, l'équation de mouvement d'une particule, c'est ce qui s'appelle l'équation de Newton. C'est m fois l'accélération égale somme des forces subies. Et l'accélération, c'est rien d'autre que la dérivée covariante de la vitesse. C'est la seule notion qu'on peut donner intrinsèque comme variation du vecteur vitesse qui est un vecteur tangent. Et dans le cas d'une particule libre, eh bien la force est nulle car il n'y a pas de force extérieure. Et donc la dérivée covariante égale 0, ça nous donne par définition une trajectoire géodésique. Voilà, pour cette raison, la dérivée covariante de la vitesse, c'est ce qu'on appelle l'accélération tangentielle de la particule. C'est donc ce qui apparaît dans l'équation de Newton. Alors voici un exemple d'application
de ce qu'on a vu précédemment. Si sur une surface quelconque, ici c'est une sphère, et bien si sur une surface on considère 3 points quelconques A, B, C, et qu'on relie ces points par des géodésiques, donc on relie A et B par une géodésique, B et C par une autre géodésique, et C et A par une géodésique, on obtient ce qui s'appelle un triangle géodésique. On va noter alpha l'angle au sommet A, bêta l'angle au sommet B, et epsilon l'angle au sommet C. Eh bien, vous savez que la somme des angles dans le cas d'un plan est égale à pi. Donc dans le cas du plan, la somme des angles moins pi est égale à 0. Eh bien, ce théorème affirme que dans le cas général d'une surface courbe, la somme des angles moins pi n'est pas égale à 0, mais est égale à l'intégrale de la courbure de Gauss à l'intérieur du triangle. Autrement dit, si on appelle gamma le chemin formé par le triangle, eh bien la somme des angles moins pi, d'après la formule de Gauss-Bonnet locale, c'est égal à l'holonomie le long du chemin gamma. Par exemple, dans le cas d'une surface plate de courbure k égale 0, eh bien cette intégrale est nulle, et cela montre, comme ici, que la somme des angles moins pi égale 0, autrement dit la somme des angles égale pi, ce qui est bien connu en géométrie euclidienne. Dans le cas d'une surface de courbure positive, comme ici, eh bien, cette intégrale sera positive et donc ça va augmenter la somme des angles. Ici, on voit que les angles sont plus gros que dans la figure précédente. Et pour une surface de courbure négative, comme ici, comme l'intégrale ici sera négative, eh bien, la somme des angles sera plus petite que pi et donc plus rétrécie par rapport au cas plat. Alors voici la preuve de ce théorème qui était demandé en exercice. Eh bien, pour démontrer ce théorème, on considère donc un triangle géodésique ABC comme sur cette figure. Et il faut relier les angles alpha, bêta, gamma à l'holonomie. Donc, ce qu'on fait, on considère U0 un vecteur initial au point A tangent à la courbe, à la trajectoire qui va de A vers B. V0 un vecteur tangent au point B à la géodésique qui va de B vers C, et W0 un vecteur tangent à la géodésique au point C qui va de C vers A. Ensuite, U0 est transporté parallèlement et donnera U1 lorsqu'il arrive en B. De la même façon, V0 transporté parallèlement donne V1 et W0 transporté parallèlement donne W1. Et ainsi de suite. Donc U0 donne U1 qui ensuite donne U2 qui ensuite donne U3 par transport parallèle. Et ainsi de suite pour les autres vecteurs. Eh bien, on écrit que l'holonomie du chemin gamma, lorsqu'on regarde le vecteur U0 qui est transporté parallèlement, qui donne donc U1, U2, U3, l'holonomie, c'est l'angle, par définition, entre U0 et U3. Donc on commence comme ça en disant que l'holonomie, c'est l'angle entre U0 et U3. Et on raisonne au point A, et on décompose l'angle entre U0 et U3 par la formule de Schall, on le décompose en U0 W1 plus W1 V2 plus V2 U3. Ensuite, le deuxième terme ici, on utilise le fait que le transport parallèle préserve les angles au cours du temps, et donc l'angle entre W1 et V2, eh bien, c'est pareil que l'angle en soustrayant 1, vous voyez, au temps, c'est le même que l'angle entre W0 et V1. Et de même, en soustrayant 2 au temps, on passe de 2 à 0 et de 3 à 1, et bien l'angle entre V2 et U3, c'est pareil que l'angle entre V0 et U1. Et sur la figure, on lit que le premier terme, l'angle entre U0 et W1, vous voyez, l'angle entre U0 et W1 ici, eh bien, comme U0 est tangent à cette géodésique et W1 est tangent à cette géodésique, c'est relié à alpha, et précisément, en fait, on peut vérifier que c'est alpha moins pi. Et de la même façon, l'angle entre W0 et V1, donc ici, W0 et V1, ça va être relié à l'angle gamma, c'est égal à gamma moins pi. Et finalement, V0 moins U1,
c'est l'angle bêta moins pi. Voilà, donc ça nous donne que c'est alpha plus gamma plus bêta moins 3pi, soit alpha plus gamma plus bêta moins pi modulo de pi. Par ailleurs, on sait que l'holonomie, c'est l'intégrale de la courbure de Gauss sur la zone intérieure, d'après la formule de Gauss-Bonnet locale. Et donc, on a obtenu cette formule que l'intégrale de la courbure, c'est alpha plus gamma plus bêta moins pi. Plus, éventuellement, une correction qui est égale à 0 modulo de pi, donc 2pi fois un entier. Pour déduire que vaut cet entier, qui est bien défini, parce que quand le triangle devient tout petit, ou lorsqu'on modifie la surface pour la rendre plate de façon continue, eh bien, cette intégrale ici varie de façon continue, la courbure devient nulle lorsqu'on rend la surface plate, et ici on obtient un triangle géodésique sur une surface plate, donc la somme des angles moins pi est égale à 0. Par conséquent, cette partie-là, 2pi fois kappa est égale à 0, donc kappa égale 0. Voilà, et donc on a obtenu la formule annoncée dans le théorème.